Mesdames, Messieurs, mon nom est Jacques Brodeur. Je suis descendant d'un Français qui a quitté la Vendée en 1665. Il a traversé et il n'est jamais revenu. Et il s'est marié là-bas, il a eu des enfants, ses enfants ont eu des enfants, et puis j'arrive au monde en 1943. Et 2 années après mon arrivée au monde, eh bien, la Deuxième Guerre mondiale s'est complètement arrêtée. C'est quand même un effet choc, n'est-ce pas, d'un descendant de la France qui traverse. Un petit peu plus haut pour le son? D'accord. Merci. 1986, le professeur d'éducation physique et sport que j'étais participe à une opération menée conjointement par mon employeur, Commission scolaire de Charlesbourg, Charlesbourg, hein? Je ne l'ai pas choisi, c'était mon employeur. Conjointement avec mon syndicat, décide que nous allons, en 1986, dernier jour du mois d'août, nous allons faire quelque chose de spécial avec les enfants dans les classes pour souligner l'année internationale de la paix. Ça aussi, quand ça m'est arrivé, je n'avais aucune idée de où ça me mènerait. Eh bien, une journée de débat, 800 employés de cet employeur, Charlesbourg, tous en éducation, et on décide, parmi les actions qu'on projette, qu'on va proposer aux enfants, il y en a une qui consistait à proposer aux enfants d'apporter à l'école des jouets de guerre. Puisque la guerre n'est pas un jeu et que les enfants la perçoivent comme un jeu, nous allons leur demander d'investir dans un projet de construction d'un monument pour la paix. Investir quoi? De la matière première qui seront les jouets qu'ils vont nous fournir. Petit monument, peu de jouets. Beaucoup de jouets, gros monument. Et mesdames, messieurs, nous avons obtenu un succès qui dépassait toutes nos attentes. Les élèves ont joué le jeu, ont cru au projet. Nous voulons vraiment un monde de paix, donc on veut un gros monument, et on a eu une quantité astronomique de jouets. Et les parents qu'on a informés du projet, ils ont aussi endossé pleinement la légitimité du projet. On arrive donc à la dernière semaine d'octobre 86, avec dans chaque classe un carton pour recueillir les contributions des élèves. Il y en avait tellement qu'il a fallu augmenter le nombre de cartons dans plusieurs classes. Et voici les découvertes que nous avons faites à partir des jouets que les enfants nous apportaient. Les 2 jouets les plus apportés par les enfants portaient le même nom qu'une série télévisée. Ce n'est pas une petite coïncidence, ça. C'étaient les 2 séries télévisées qui contenaient le plus grand nombre d'actes de violence à l'heure dans le monde entier. Les 2 jouets portaient le nom des 2 séries télévisées de dessins animés qui véhiculaient le plus grand nombre d'actes de violence. G.I. Joe, le jouet le plus apporté, véhiculait dans les maisons et dans le cerveau des enfants 84 actes d'agression à l'heure. Transformers, la 2e émission la plus populaire chez les enfants à l'époque, qui revient de popularité en ce moment, je l'ai vu au cinéma, j'ai vu les annonces, 81 actes d'agression à l'heure dans les maisons et dans les cerveaux d'enfants. On poursuit la recherche pour savoir quelle merveilleuse chaîne a eu l'idée géniale d'infecter des émissions pour enfants d'un aussi grand nombre d'actes d'agression. On découvre que ce n'est pas une chaîne. C'est la compagnie de jouets Hasbro qui produit la série télévisée une fois par jour. Nous, au Québec, on est à côté des États-Unis. Donc, les émissions en anglais des États-Unis, on les voit nous-mêmes chez nous. Une fois par jour, G.I. Joe et Transformers. 2 émissions en anglais. Où il n'y a pas besoin de traduction vraiment parce que, le son, c'est toujours pratiquement des coups de feu ou des réduits au minimum, des langages en anglais.
Hasbro diffusait ses séries une fois par jour en anglais, tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre et tout le mois de novembre. Et lorsque venait le temps d'acheter les cadeaux de Noël par les parents et les grands-parents et les oncles et les tantes, et qu'on voulait faire plaisir aux enfants, on s'informait auprès de l'enfant pour savoir qu'est-ce qu'il espérait recevoir, mais pour faire briller ses yeux à Noël 84 et 85 et 86, c'est arrivé par la suite, on était obligé, quand on aimait ses enfants, de leur apporter ses jouets de guerre. On peut applaudir au succès de la stratégie de marketing de la compagnie Hasbro, qui payait des diffuseurs, un diffuseur par pays dans à peu près une vingtaine de pays, payait le diffuseur pour diffuser son émission, et le diffuseur, évidemment, n'avait aucun employé à payer, pas de producteur, pas de conception, pas d'éclairagiste, pas d'acteur, pas de dessinateur, pas de producteur. On avait donc une augmentation des cotes d'écoute de ces diffuseurs pour ces deux émissions violentes qui avaient été conçues pour inquiéter les enfants de ce qui allait arriver à leur héros demain matin. G.I. Joe, G.I. Joe, je n'ai pas réussi à t'arracher les yeux aujourd'hui, mais demain, à 4 heures, je reviendrai. On a donc un enfant qui est obligé de laisser ses Legos sur la carpette, finit le bricolage, le gribouillage dans un cahier à colorier, qui est inquiet pendant tout le reste de la journée, qui la nuit s'est inquiété pour son héros, qu'est-ce qui va y arriver demain. Et évidemment, demain, s'il fait la sieste, cet enfant, parce qu'il n'a pas encore commencé à fréquenter l'école, ben, il a bien répété plusieurs fois à sa maman, « T'oublie pas de me réveiller pour 4 heures, maman. » On aurait pu trouver toutes ces coïncidences banales. Je les ai trouvées dégoûtantes. Et connaissant et découvrant et m'initiant moi-même aux énergies financières et humaines qu'il faut regrouper pour préparer ces émissions, j'ai développé une jalousie contre l'utilisation de ces cerveaux humains par des milliers d'experts qui préparent les scénarios de l'émission pour qu'un enfant devienne accro de son émission et au point de désirer recevoir le jouet à Noël. J'ai décidé que j'allais consacrer le reste de mes jours à rivaliser avec ces gens et leur génie en essayant de soulever chez les enfants et les parents un élément qui est, depuis 86, je le constate, qui est en voie de diminution, de régression, et qui s'appelle le jugement critique. Ce jugement critique, quand on passe 10 heures devant un écran, 20 heures devant un écran, 30 heures devant un écran, 40 heures devant un écran récréatif, j'exclus l'ordinateur pour le travail. Plus on y consacre de temps, plus notre cerveau voit son attention accaparée par l'écran, moins nous disposons de jugement critique. C'est la découverte que j'ai faite à partir de 1986, et je ne l'ai pas faite tout seul, cette découverte. Je l'ai faite avec des collègues enseignants, parce qu'entre 1986 et ma retraite en l'an 2000, chaque année, nous avons réalisé des projets pour éveiller le jugement critique et des enfants et celui des parents. Sans jamais les culpabiliser, sans jamais les condamner. Ça a l'air banal d'ajouter ces quelques petits mots, mais vous allez voir qu'ils sont importants dans la suite de l'histoire. Je prends ma retraite en l'an 2000 et dès le début de l'an 2001, le Conseil supérieur de l'éducation du Québec produit un avis à Monsieur le ministre pour lui dire « Monsieur le ministre, le nombre d'enfants qui fréquentent des écoles primaires dans notre petit Québec francophone, entouré d'anglophones, le nombre d'élèves qui souffrent de troubles graves de comportement
Il a triplé entre 1985 et 2000. C'est quand même bizarre qu'on découvre en 1986 avec une cueillette de jouets la stratégie utilisée pour entrer dans les cerveaux humains des actes de violence et que tout à coup, 2001, on nous apprend qu'il y a une augmentation importante du nombre d'enfants qui souffrent d'un trouble de comportement. Les chercheurs évaluent la hausse du nombre d'élèves affectés par 3 facteurs. Ils attribuent l'augmentation à 3 facteurs. 1. Structure familiale fragilisée. Nous vivons, mes chers amis, à une époque où le divorce et la séparation sont monnaie courante. Au Québec, plus de 55% des familles ne restent pas avec un papa et une maman comme nos papas et nos mamans ont fait. Ils se séparent ou divorcent. Je croyais au début que la structure familiale fragilisée, ça ne concernait que les couples séparés ou divorcés. Je sais maintenant que même dans les familles où il n'y a pas de séparation ni divorce, que les enfants qui arrivent à l'école le matin ont été témoins, chez eux, de disputes très inquiétantes, angoissantes, entre papa et maman. Pour les chercheurs, la structure familiale qui se fragilise a un impact sur le comportement de l'enfant qui est toujours sous le contrôle d'un cerveau humain. Deuxième facteur qui serait combiné au premier, jamais en quantité identique pour chaque enfant. Encadrement parental disparu ou abandonné ou périmé ou négligé. Le parent moderne en Amérique du Nord ne veut plus représenter l'autorité. Il râle contre l'autorité du pays, contre l'autorité du département, contre l'autorité de la municipalité, contre l'autorité scolaire, bref. Vous êtes les seuls ou le seul pays où les citoyens ne râlent pas contre l'autorité. Est-ce que j'ai entendu un rire de la salle? Vous avez compris que je faisais un peu d'humour. Le parent moderne a l'impression que représenter l'autorité pour son enfant, c'est être ostracisant, abusé. Ça consiste à vexer l'enfant et ça peut le frustrer pour le reste de ses jours. Comme ils ont beaucoup souffert de cette autorité, de cette forme d'autorité eux-mêmes, ils ne veulent pas la reproduire et ils ont remplacé l'ancienne forme d'autorité par une forme d'autorité disparue. Et moi, je suis contre les taloches, contre les punitions physiques, contre la fessée, contre enfermer un enfant dans sa chambre pour le punir, soi-disant pour réfléchir. Non, je suis en faveur d'une conversation entre êtres humains, un petit et un grand qui explique, et un petit qui n'écoute pas au début, puis qui finit par écouter. Encadrement parental déficient en Amérique du Nord, selon les chercheurs qui ont fait l'étude pour le ministre de l'Éducation. Le troisième facteur qui s'est combiné à ces deux premiers, la violence vue à l'écran. Alors là, je me suis dit, enfin, on n'a pas fait fausse route en condamnant ou en s'inquiétant de la violence vue à l'écran par les enfants qui leur faisaient désirer un jouet annoncé. Chaque enfant a une dose importante de ces 3 facteurs et il y a même un facteur qui n'est pas mentionné parce que vous pouvez avoir un enfant chez nous qui a une structure familiale solide, un encadrement parental cohérent et qui ne regarde pratiquement pas la télévision. Lui aussi est influencé. Il est influencé par qui? Par ses copains et ses copines. C'est l'influence par les pairs, c'est la contagion. Alors, mesdames, messieurs, quand ce rapport est arrivé en 2001, j'ai tout de suite commencé à faire ce que je n'avais pas commencé à faire avant, à écrire des articles. Et le premier article que j'ai écrit sur l'influence de la télévision s'intitule « Brimade ». Brimade, c'est le mot pour représenter toute forme de harcèlement et d'intimidation d'un rapport toxique entre enfants.
la même année 2001. Quelle année formidable! Le début d'un millénaire. Il nous arrive au Québec, en anglais, une nouvelle en provenance de Californie. Un professeur de médecine de l'université Stanford. L'université Stanford tient à se distinguer de toutes les autres universités états-uniennes en demandant, en exigeant de ses chercheurs de trouver des solutions. On a des chercheurs partout aux États-Unis qui étudient les problèmes. Chez nous, on va chercher des solutions et on veut vérifier si nos solutions marchent. Le professeur Robinson vient de réaliser une enquête. Voici, en quelques mots, l'enquête réalisée par le Dr Robinson. Il trouve 2 écoles de San Jose, en Californie. Niveau socio-économique comparable. Dans l'école B, l'école témoin, on continue d'enseigner comme l'année précédente. Dans l'école A, le Dr Robinson a préparé un cahier qui contient 18 leçons. Il demande aux maîtresses, le projet a été accepté au préalable bien sûr, demande aux maîtresses de réaliser une leçon de ces 18 par semaine. Et au bout des 20 semaines, il vient vérifier les résultats et il compare entre l'école A et l'école B. L'école où on a... les 18 leçons sont toutes axées vers la réduction du temps consacré par les enfants aux émissions de télévision et aux jeux vidéo et à l'ordinateur. Il vérifie les résultats. Diminution de la violence physique de 40%, 4 coups de poing sur 10, 4 coups de pied sur 10, 4 bagarres sur 10, 4 poussées en bas des escaliers sur 10 n'ont pas lieu. Pas parce que le directeur ou la directrice de l'école a fait des gros yeux. Juste diminuer le temps consacré à la télévision. Diminution de la violence verbale de 50%. Et comme je viens en France maintenant depuis au moins 5 ou 6 ans, les élèves m'ont écrit sur leur feuille, parce que quand je leur donne une conférence, je ne leur demande pas de m'écouter comme vous le faites paisiblement ce soir. Non, je les garde occupés en leur posant des questions. Bien, une des questions, c'est quelles sont les paroles méchantes, blessantes, que tu entends le plus souvent prononcer dans ton école ou dans ton collège? J'ai les citations des élèves, je les ai. On les a quantifiées, on les a mesurées, on les a évaluées en quantité. Diminution de la violence verbale de 50%. Comme le professeur Robinson est un professeur de médecine, il a été prudent, il a aussi vérifié dans les 2 écoles l'adiposité. L'adiposité, c'est la quantité de gras sous-cutané qu'on a sous le bras ici, sous la peau, sous le bras, et à la taille. Dans l'école où on a fermé la télévision, le gras sous-cutané a fondu. Et Robinson, est soupçonnant aussi, lui, l'influence de la publicité, a aussi mesuré dans les 2 écoles avant et après la fréquence de l'asticotage des parents par les enfants pour obtenir des jouets annoncés à la télé. Je suis chez moi, on est au mois de juin, je suis tout seul, j'applaudis. Et je me dis, ce Robinson, qui avait obtenu la participation de 2 enfants sur 3 dans l'école A, les autres avaient continué la vie régulière. Donc, les pourcentages que je viens de vous donner, ça tient compte de tous les enfants, y compris ceux qui n'ont pas voulu diminuer le temps écran. Moi, je communique avec lui. Il ne peut pas m'envoyer son matériel pour que je puisse le traduire. J'ai donc fabriqué, avec des collègues, un programme étalé sur 3 mois à partir d'activités qu'on avait réalisées entre 1985 et 2000. C'est devenu un projet purement québécois. Tout ce que j'avais en commun avec le programme du Dr Robinson en Californie, c'est la diminution du temps écran. Comme j'étais professeur d'éducation physique, je l'ai été pendant 35 ans, et que j'aime jouer, et que je sais que les enfants apprennent beaucoup mieux en jouant que par les leçons austères, sévères, concentrées, sérieuses, j'ai donc inventé, en 2002, un jeu
qui s'appelle le défi 10 jours sans écran. Je ne savais pas, moi, que ça allait se propager d'une école à l'autre. Et qu'un jour, à Strasbourg, un institut inquiet de la surconsommation d'écran allait communiquer avec moi, 2007, pour essayer d'appliquer chez eux, avec des enfants strasbourgeois, le programme créé en 2003 chez nous. Je ne savais pas. Et quand ils l'ont essayé, j'avais des doutes. Je me suis dit, écoute, la culture, c'est la culture. Ce n'est pas parce qu'on parle français des deux côtés de l'Atlantique que là-bas, ils vont comprendre exactement toute la préparation qu'on a faite auprès des enfants pour relever le défi 10 jours sans écran. Eh bien, ils ont obtenu un résultat formidable. On est en 2007, la première école de France qui tente le défi sans écran, 2008. S'il y a des gens dans cette salle qui veulent l'essayer chez eux, ne vous gênez pas, c'est gratuit. Tout le matériel est disponible pour préparer les enfants, pour préparer les parents et pour préparer les enseignants, les professeurs. N'importe quel âge, ça marche. Tout ce qu'il nous faut, c'est que des parents et des enseignants se coalisent, se concertent pour donner aux enfants quoi? Le vouloir et le pouvoir de réduire le temps qu'ils passent devant les écrans. Et le temps passé devant les écrans depuis 1986 et depuis 2001, il n'a pas diminué, il a continué d'augmenter. Il est même arrivé des nouveaux écrans encore plus addictifs. Addictifs parce qu'on ne peut plus arrêter de les regarder. On est malade, on souffre quand on n'a plus accès. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire qu'il y a les médecins maintenant d'Amérique, et je sais qu'il y en a qui soignent la même maladie en Europe, ils soignent maintenant la nomophobie. Nomophobie. Phobie, une peur maladive. Claustrophobie, agoraphobie, nomophobie. Nomo. Mot, c'est les deux premières lettres du mot anglais qui est utilisé pour nommer l'appareil que vous appelez un portable. Un petit téléphone avec écran. Mot, mobile, portable. Et no, absence de. La peur maladive d'être privé de son portable. Et dans tous les collèges où je vais, je me risque de temps à autre à poser les questions. Est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît une personne qui couche avec son portable? 80% des mains qui lèvent. Ils font quoi pendant la nuit sur leur portable? Ils jouent, quand ils sont petits, à Candy Crush. Est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît le jeu Candy Crush? On lève la main, s'il vous plaît. Merci. Ou bien, ils s'échangent des SMS avec leurs copains et leurs copines. Quand tu te réveilles à 2 heures du matin pour répondre à ton copain qui ne dort pas et qui t'écrit, tu cliques des lettres d'alphabet. Mais quand la conversation est terminée, tu ne dors pas comme tu aurais dormi sans téléphone. Et on sait maintenant, aussi expérience scientifique à l'appui, que quand on sort de la chambre à coucher d'un enfant ou d'un adolescent, tous les écrans, télévision, ordinateur, jeux vidéo, smartphone, on sait maintenant que 2 mois plus tard, c'est pas rien ça, 2 mois plus tard, les notes de ces élèves augmentent en moyenne de 15%. Et ceux qui consacrent le plus de temps à ces écrans dépassent le 15%. Ils vont jusqu'à 20-25% parce que 15%, c'est une moyenne. Il y en a qui sont au-dessus, il y en a qui sont en dessous. Toutes ces nouvelles que je vous apporte, mes amis, elles sont publiques. Comment se fait-il que la découverte du professeur Robinson en Californie n'ait pas fait la manchette dans tous les pays du monde? Ça crée du dégât dans toutes les familles du monde, au moins dans les 20 pays où Hasbro faisait passer son émission de G.I. Joe et Transformers. Pourquoi on n'a pas informé les parents de ça? Faites une fouille de tout ce qu'on a mis dans les premières pages de journaux entre 1985 et 2000.
et essayez de me trouver une seule nouvelle qui pourrait être plus importante que la découverte de Robinson. Vous allez en trouver peut-être une dizaine. Tout le reste, c'est des peccadilles. 2004. Un professeur d'université, pédiatre de formation, le professeur Dimitri Christakis, qui n'a jamais rien appris sur le sujet à l'université, qui est devenu chercheur, qui n'a jamais pensé à faire de recherche sur le sujet, découvre par hasard, lorsqu'il a son premier bébé et qu'il l'allaite, pour se distraire, il regarde la télé et il se rend compte que son bébé, en train de boire au biberon, et a son regard attiré par la télé. Il regarde ce qui garde l'attention du bébé captive, l'attention du bébé captivé. Et il se rend compte que les émissions pour enfants, notamment Bob l'éponge, est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît Bob l'éponge? Je vois quelqu'un qui ne connaît pas Bob l'éponge, vous allez rester après la conférence, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer qui il s'agit. Alors, mes chers amis, dans l'émission Bob l'éponge et dans les émissions les dessins animés pour enfants, regardez la fréquence de changement des images, 4-5 secondes maximum. Et Christakis, professeur, a un soupçon. Est-ce que ça pourrait créer un dommage aux enfants? Christakis, c'est son métier. Il voit de plus en plus de parents qui arrivent avec un enfant qui n'est pas capable d'écouter sa maîtresse à l'école. Il n'est pas capable d'écouter son papa ou sa maman dans la maison. Et qu'est-ce qui arrive à un enfant qui n'est pas capable d'écouter? Bien, on le dispute. Et cet enfant, il vit un enfer en société, à l'école et à la maison. Ses parents et sa maîtresse, ils sont toujours contre lui. Il n'écoute pas. Christakis fouille la question et c'est lui qui découvre que l'augmentation du nombre d'enfants souffrant, cette fois-ci pas du trouble de comportement, du trouble de l'attention, le nombre de ces enfants, il augmente de façon fulgurante et il constate en plus que plus entre 0 et 3 ans, un enfant en a regardé de la télé, moins il est capable de rester attentif en arrivant à l'âge de 7 ans, 8 ans et 9 ans. Et quand un enfant n'est pas capable de rester attentif à l'école, qu'est-ce que vous pensez qui lui arrive dans la tête en arrivant en 6e, 5e, 4e de collège? Il est convaincu que l'école n'est pas faite pour lui. Il songe à décrocher. Et je regarde toutes les mesures aux États-Unis, au Canada et en France et en Europe, les mesures utilisées pour contrer le décrochage, l'abandon scolaire, je ne vois jamais le mot télévision. Et pourtant, Christakis l'a découvert depuis 2004, il a fait la preuve. Mesdames, Messieurs, en diminuant le temps consacré aux écrans par un cerveau d'enfant, on lui rend un service formidable. Plus on commence tôt à réduire le temps écran, plus il est capable de s'adapter. Plus le projet lui est proposé tard, à un âge avancé, plus les vieux, plus il y aura de la difficulté à se décrocher. Je rencontre des élèves de collège 6e, 5e, 4e et 3e. Ceux qui ont le plus de difficulté à décrocher, c'est les 3e. Je ne peux pas les disputer. Je peux simplement essayer de les motiver. Et qu'est-ce que je fais pour les motiver? Je leur explique comment fonctionne un cerveau humain. Je commence d'abord par leur expliquer que tout le monde qui produit une série télévisée, dessin animé ou pas, son objectif est d'attraper l'attention du spectateur et de le garder attentif du début jusqu'à la fin. C'est l'objectif de tous les producteurs d'émissions de télévision. Les producteurs savent, et ils connaissent le fonctionnement du cerveau, que l'endroit où il faut envoyer des émotions, des sentiments, des sensations, c'est la partie rouge
qui est au centre du cerveau. Et que cette image qui va passer là rapidement, elle a été codée dès l'arrivée à la rétine de l'œil et elle est transmise par le nerf optique jusqu'à la partie rose. Rendue à la partie rose, elle ne sèche pas là, cette image. Elle s'en va s'entreposer dans la petite section verte qui est derrière nos cerveaux et qui s'appelle le lobe occipital. Ce lobe occipital, ça fait partie d'un cerveau humain intelligent. Ton téléphone portable n'est pas intelligent. Tu es intelligent. Le gars qui t'a habitué à appeler ton téléphone intelligent est intelligent. Mais le téléphone n'a pas d'intelligence. C'est toi qui as l'intelligence. Dans cette partie verte qui est derrière ta tête, tout ce que tu as vu depuis que tu es né s'est empilé. Ça s'est empilé pêle-mêle parce que tu étais trop petit pour savoir si ça allait à gauche, à droite, au-dessus, en dessous. Ça s'est empilé pêle-mêle. Ça s'est sédimenté. Et quand ça t'a procuré beaucoup de plaisir, ton cerveau a produit de la dopamine. Un fumeur qui ressent un bien-être avec sa cigarette, la drogue, elle est dans le tabac qui brûle, qui se consomme. La fumée entre dans tes poumons. Ton poumon reçoit des vaisseaux sanguins qui viennent y transiter, vider du gaz carbonique recueilli dans ton corps, et il vient remplacer ce gaz carbonique par de l'oxygène. Si tu as de la fumée dans les poumons, il prend aussi de la nicotine. De la fumée de cigarette contient la nicotine. Et il transporte, et il te donne cette sensation de bien-être. Ce que tu vois à la télévision, quand ça te procure beaucoup de plaisir, et c'est la colonne orange que vous voyez sur la caricature, sur le dessin, on a réussi à l'identifier avec de l'imagerie de résonance magnétique. C'est pas on a pensé que, ou on s'est imaginé que, on l'a vu. Dopamine. Un gros consommateur de jeux vidéo qui est habitué à assassiner 20, 30 000 personnes par semaine. Virtuel. T'inquiète pas, maman. Je sais faire la distinction entre le virtuel et le réel. T'inquiète pas, maman. Ce cerveau humain, il sécrète de la dopamine, on l'a vu. Et les personnes qui consomment souvent du réseau social, notamment Facebook, leur cerveau produit aussi de la dopamine. Le seul endroit où tous ces producteurs prennent précaution, grande précaution, pour ne jamais exciter les neurones, est dans la partie bleue qui est derrière notre front. C'est le lobe frontal. Et le lobe frontal, eux, ça les embête. Parce que eux, leur objectif, c'est de te garder assis le plus longtemps possible et le plus souvent possible devant un écran. Pourquoi ils veulent tellement nous garder assis devant les écrans? Parce que quand ils te gardent assis longtemps devant les écrans, ils vont pouvoir, toutes les demi-heures, te passer des messages publicitaires. Voici une leçon qui nous vient d'un breton qui n'est pas banal. Patrick Lelay, grand patron de la chaîne de télévision TF1, la chaîne la plus écoutée en France, que j'applaudis. Il y a des gens qui ont envoyé des téléphones, des messages de blâme, de reproches, pour avoir déclaré ce que je vais répéter devant vous. La télévision, en termes de business, c'est un appareil qui sert à capter l'attention pour être capable de la vendre. On fait notre argent, nous, à la chaîne. On n'est pas un organisme de charité. On attire l'attention, on captive l'attention comme d'autres captivent les poissons, ou les moustiques, ou l'humidité. Nous, on la captive, l'attention humaine, et on la vend. Et plus on en vend, plus on attire de monde, plus les annonceurs sont prêts à payer cher. La statistique que j'utilise avec les collégiens que je rencontre, c'est le Super Bowl, le championnat de football américain. Il y a tellement de monde qui regarde que pour avoir un petit 30 secondes de temps, tu n'as pas encore produit ton message, là, juste 30 secondes de temps
pour passer ton message. En 2016, 5 millions de dollars. En 2017, 6,5 millions de dollars qu'il fallait pour acheter. Pourquoi ils donnent autant d'argent à la chaîne? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde. C'est un appareil qui sert à capter l'attention, longtemps et souvent, et qui vend l'attention humaine à des gens qui ont des produits à annoncer. On pourrait penser que c'est légitime. Ça a un effet pervers. Et cet effet pervers, ça s'appelle la non-stimulation de la partie bleue qui est devant nos cerveaux et qui s'appelle le lobe frontal. J'ai apporté quelques images avec moi de quelques invités qui m'accompagnent pour mes conférences. Voici M. Patrick Lelay. Je ne l'avais jamais vu, je l'ai trouvé, sa photo. Alors vous avez exactement ce que je viens de vous raconter, qui nous explique lui-même, en détail, que le rôle de la télévision, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola ou à n'importe quel annonceur. Évidemment, pour rendre des adolescents curieux, assez curieux pour vouloir essayer de fermer les écrans, je dois exciter leur curiosité. Et je les amène donc à vérifier ce qui se passe non seulement derrière l'écran, mais aussi derrière la rétine de l'oreille. Donc, l'image que je viens de vous montrer avec le cerveau humain, c'est celle que j'utilise. Voici un autre beau cas, M. Matt Groening, l'inventeur de l'émission de télévision Les Simpsons. Est-ce que quelqu'un dans cette salle pourrait me faire le plaisir de lever son bras si vous connaissez Les Simpsons, s'il vous plaît? Ça a l'air de rien, mais en vous demandant de lever le bras, j'active la circulation sanguine et je maintiens votre intérêt. Merci beaucoup d'avoir participé. Ce monsieur qui a inventé Les Simpsons, et les élèves de tous les collèges et de toutes les écoles où je vais connaissent le nom de toute la famille Simpson, ils savent que le papa Simpson, il égorge son fils quand il est fâché après qu'il ait fait une bêtise. Ils savent, les enfants. Et ils savent aussi que le papa Simpson, son activité préférée, c'est manger des chips, boire beaucoup de bière et roter. Roter, mes chers amis, c'est le degré ultime de l'humour à la Simpson pour les enfants de moins de 15 ans. Parce que oui, on peut trouver d'autres significations aux Simpsons plus vieux quand on connaît un peu l'histoire et la culture états-unienne. Quand je demande à mes chers amis français, petits, moyens et grands, d'écrire sur une feuille pourquoi Matt Groening interdisait à son fils de 12 ans de regarder Les Simpsons, mes chers amis, je donne une dose d'adrénaline extraordinaire au lobe frontal de ces élèves qui écrivent leurs réponses sur la feuille. Et je n'ai jamais vu une mauvaise réponse. Jamais. Elles sont toutes formulées différemment, mais ça revient à peu près toujours au même. Matt Groening sait qu'en voyant un garçon faire des bêtises, il y aura nécessairement dans l'auditoire quelqu'un qui va faire une bêtise, semblable à celle de Bart Simpson, et lui, Matt Groening, ne veut pas que ce soit son fils. Quand j'ai transmis ce message aux élèves et ce pouvoir du lobe frontal à regarder les Simpsons autrement, je n'ai pas besoin de leur faire un sermon pour leur dire « c'est pas bon les Simpsons pour toi », jamais. Je vous donne le truc. Hein. Si vous êtes éducateur ou si vous êtes parent, les sermons, vous perdez votre temps. Vous pouvez continuer à en faire. Vous n'aurez pas d'amende de la part du gouvernement, la gendarmerie ne viendra pas chez vous. Mais, je vous dis, perdez pas votre temps, piquez la curiosité plutôt de votre enfant pour voir autrement ce qu'il est en train de regarder. Voici mon ami Steve Jobs, mes amis. Chaque année, Steve Jobs avait toujours un nouveau smartphone à nous vendre. Celui qui nous avait vendu l'année d'avant, et tout le monde s'entend pour dire que Steve Jobs est reconnu universellement comme un génie, créatif, innovateur. Le téléphone qu'il nous avait fait acheter l'année passée, il y en a un meilleur cette année. Il faut acheter le nouveau. Et l'année prochaine, notre appareil qu'on vient d'acheter, il sera plus bon. Le nouveau est tellement formidable.
Imaginez-vous la surprise lorsqu'un journaliste, parce que c'était un homme, avec plusieurs entrevues avec Steve Jobs, découvre que Steve Jobs, il n'y a pas de tablette à la maison. Les enfants ne jouent pas à la tablette, ne jouent pas à l'ordinateur. Ils ne jouent pas sur le téléphone à glisser leurs doigts, comme on voit des enfants de nos familles faire, et on pense qu'ils sont intelligents. Regarde tout ce qu'il sait faire en glissant son doigt sur la faute. Steve Jobs ne faisait pas faire ça. Il est donc méchant, Steve Jobs. Il est méchant. Le journaliste n'a jamais réussi exactement à savoir pourquoi. J'ai continué de fouiller. Et voici ce que j'ai trouvé. Vous voyez des dessins d'enfants réalisés par des petits qui ont été exposés très peu à la télé, et d'autres dessins d'enfants faits par des enfants aussi intelligents et qui ont été exposés fréquemment, longtemps, à des écrans, et ça ne donne pas la même production. Là encore, je ne le fais pas pour culpabiliser les parents. Je sais que c'est absolument peine perdue de faire modifier des comportements humains avec la culpabilisation. Fini. Faut trouver quelque chose de mieux que la culpabilisation. Mais ce dessin, il parle très fort, ce dessin. Celui-ci, je vous le montre aussi. 1969, voici un enfant qui a eu un mauvais bulletin. Le papa et la maman viennent voir la maîtresse. Qu'est-ce que notre petit a fait qui n'était pas bien? Et le petit, il n'est pas content parce qu'il sait qu'il va peut-être avoir des punitions. Celui de 2009, non. La faute, c'est pas à l'enfant, c'est probablement la maîtresse. Mesdames, Messieurs, il n'y a aucune maîtresse qui est capable d'intéresser des enfants autant que Bob l'éponge. C'est terminé. Essayez pas de trouver la maîtresse a-t-elle des défauts. J'espère que la maîtresse a des défauts. Parce que le jour où ce sera une machine qui enseignera vos enfants, à nos enfants et à nos petits-enfants, ils n'auront pas de défauts, mais ce ne sera pas de l'éducation. Oui, on a des êtres humains qui enseignent. Conservons les êtres humains qui enseignent. On a besoin d'eux et on a besoin d'elles. Et on a besoin que les parents, au lieu de se sentir, attention, au lieu de se sentir clients de l'école, que les parents modernes redécouvrent leur rôle de redevenir partenaires de l'éducation de leur enfant. Et on n'aura pas des attitudes comme on voit sur la caricature pour 2009, avec une maîtresse humiliée, inquiète, qui se fait disputer, et des parents qui ne comprennent pas. Il faut trouver une stratégie pour que ces parents et la maîtresse découvrent qu'elles font partie de la même équipe et qu'elles doivent se concerter. Alors, voici un pur inconnu. Même mon ami Hervé, qui est à côté de moi, n'a jamais vu Dan Herman. Dan Herman a commencé à inventer un nouveau mot, FOMO en anglais, un concept qu'il avait découvert par essai et erreur en faisant du marketing, et il a découvert qu'on pouvait faire beaucoup d'argent en marketing quand on profitait d'une vulnérabilité humaine qui s'appelle la crainte de rater quelque chose. Mon fils de 25 ans qui vient manger chez moi, il s'assoit à table et il dépose à côté de son assiette son téléphone. Et tout le temps que je parle avec lui, il parle avec moi. Sauf que toujours, de temps à autre, ses yeux vont vers le téléphone. Il est inquiet de rater quelque chose. Il est inquiet de 3 choses. Je les sais parce que j'ai fait des recherches pour les trouver. Il est inquiet d'abord que ses copains aillent veiller ce soir dans un bar et de ne pas être au courant. 2, il est inquiet de ce que les gens disent de lui sur Facebook. L'obsession de ce que les gens pensent de toi. Et la 3e,
il suit l'actualité comme nous tous, et il a pris l'habitude de se sentir handicapé de ne pas avoir les dernières nouvelles. Alors, pour me faire plaisir, il parle de nouvelles qui m'intéressent et il les voit passer à l'écran. Cette obsession de ce petit écran crée, et on le voit avec des études qui sont sorties au cours des derniers mois, crée un très grand nombre de dépressions chez les adolescents. Et ce n'est pas étranger, je me risque, ce n'est pas étranger, cette augmentation du nombre de dépressions, au fait que de plus en plus de jeunes de moins de 20 ans songent au suicide et passent à l'acte. Je me dois donc, comme on m'invite du Québec à sensibiliser les jeunes aux effets pervers des écrans, de faire découvrir aux adolescents, aux auditoires à qui je m'adresse, qu'il y a une différence entre un ami Facebook et un ami réel. Un ami réel, c'est une personne à qui tu fais confiance. Tu ne peux pas en avoir une main pleine. Tu es obligé de les compter sur les premiers doigts de la main. Et je leur demande d'écrire sur leur feuille le nom de 3 personnes à qui ils font confiance. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour leur faire la distinction entre de l'amitié éphémère, qui disparaît au moindre coup de vent, avec l'amitié véritable, qui vient à ton secours quand tu es mal pris. Et évidemment, s'ils viennent à ton secours, tu vas à leur secours, quand ils sont dans la même situation. Dan Herman, inventeur du mot FOMO, qui a été reconnu dans le dictionnaire ARAPS de la langue anglaise en 2016. Et il s'en est servi de la fear of missing out, Dan Herman. Et son patron l'a remercié, a fait plus de profit, le patron de Dan Herman, après que Dan Herman a eu expliqué comment on fait pour tirer profit de l'inquiétude naturelle des êtres humains. Voici une autre personne qui a profité des réseaux sociaux, vous le connaissez, Mark Zuckerberg, moins connu que ceux pour lesquels je l'ai fait lever la main depuis le début de la soirée. Imaginez un garçon qui invente quelque chose en 2004 et qui, en 2010, se retrouve parmi les hommes les plus riches au monde, et en 2015, fait partie des 8 hommes, tous des hommes, plus riches à eux 8 que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Un garçon qui invente un truc en 2004 qui le propulse jusqu'au sommet des hommes les plus riches au monde, les 8 plus riches. J'en ai trouvé 5 photos de ces hommes les plus riches, et sur les 8 les plus riches au monde, j'ai découvert, drôle de coïncidence, comme les G.I. Joe et les Transformers, que sur les 8, 7 ont fait fortune dans le domaine des communications et de l'information. Le seul qui n'était pas dans l'information-communication est un gars qui est dans l'industrie du textile au Brésil. Les 7 autres, oui. Voici une image pour laquelle je n'ai pas besoin de répéter ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Retenez l'information, ça peut servir. Le lobe frontal de nos enfants est devenu encombrant. Bien sûr, c'est là qu'est le jugement critique. Toutes les annonces de dentifrice, de shampoing, d'automobile, de vélo et de toutes les publicités alimentaires, 8 fois sur 10, des aliments trop gras, trop sucrés, trop salés, qui ont contribué à l'obésité. Des enfants qui vont prendre du poids puis qui vont avoir déjà à 12 ans, 13 ans, 14 ans, inquiétude d'avoir pris trop de poids et commencer à suivre des régimes alimentaires. Mais c'est horrible. Ton lobe frontal est devenu encombrant au point que les agences publicitaires aimeraient bien avoir une gomme pour te le faire disparaître. Et mesdames, messieurs, moi je tire une seule leçon de tout ça, qui va redonner au lobe frontal des enfants et des adolescents le jugement critique. Vous pouvez me faire une liste de 50 groupes sociaux qui pourraient contribuer. Moi, je dis, c'est l'école. L'école est le meilleur endroit pour redonner aux enfants le jugement critique
qui est en perte de vitesse et qui entraîne ou suit dans sa chute la perte d'empathie. Empathie, la capacité de venir au secours de quelqu'un qui est en panne ou qui va mal ou qui est insulté ou qui est blessé ou qui est menacé. Le défi du jour sans écran, c'est un projet amusant. Il faut garder son cachet amusant. Il peut se réaliser dans n'importe quelle école. Et évidemment, quand il vient des psychologues, quand il vient des représentants des fédérations de comités de parents, d'élèves, quand il vient de n'importe qui aime, attention, qui aime plus les enfants que les écrans, c'est le seul critère qu'il nous faut pour former une équipe victorieuse, des adultes qui aiment plus les enfants que les écrans, ensemble, nous pouvons transformer nos écoles en entreprises modernes d'éducation pour redonner à nos élèves le jugement critique et le pouvoir de juger quand ils sont en train de se faire raconter des blagues ou se faire des fausses promesses. Cela a des répercussions sur la vie en société. J'ai mis sur cet écran la photo d'un des plus grands éducateurs du temps moderne. Un homme qui a été grossier, impoli, effronté, vulgaire, qui s'est vanté d'avoir abusé sexuellement de femmes et qu'on élit malgré tout président du pays le plus riche, le plus armé au monde. Et quelle est notre inquiétude en ce moment, depuis surtout qu'il a quitté la COP 21, où on veut protéger l'humanité du réchauffement climatique, alors qu'on avait un consensus mondial. Voici que ce monsieur se retire, et voilà où se retrouve la science. Les hommes politiques ont plongé dans la piscine de l'histoire de l'humanité, et on fait sortir de la piscine le petit personnage qu'on appelle vérité sur cette image. Je rêve du premier département de France, de la première municipalité de France, qui va inviter toutes ces écoles à réaliser, quand elles le voudront, hein, librement, qui vont réaliser avec leurs élèves la semaine sans écran, ou le défi de la dizaine sans écran. Je rêve à ce jour. Il y a 2008, j'aurais jamais pu faire ce rêve-là. On est en 2017, 10e anniversaire du débarquement, pas en Normandie, débarquement à Strasbourg, du défi sans écran. Ce rêve, j'ai l'impression qu'il est à portée de main. Et j'ai des amis qui supportent ce projet de mentalité politique très conservatrice. D'autres milieux où on est très progressiste. Et dans les deux milieux, il y a des êtres humains de bonne volonté qui disent « ce défi sans écran, il est bon pour nos enfants, il est bon pour nos petits-enfants, et nous voudrions qu'il devienne un exercice annuel dans les écoles, comme on fait l'exercice d'évacuation de nos écoles en cas d'incendie. » Au cours des derniers 10 ans, au Québec, aucun incendie n'a été déclenché dans les écoles. Et chaque année, on refait quand même l'exercice. En France, d'après mes informations, il y a eu un incendie dans une école. Aucune victime. Et dans toutes les écoles de France, il y a un exercice d'évacuation de l'école en cas d'incendie. Dans toutes nos écoles, il y a des enfants désensibilisés qui ont adopté un comportement ou qui souffrent du déficit de l'attention et on leur rendrait un service formidable en leur proposant à ces enfants un défi 10 jours sans écran qui se déroule sous une banderole formidable qui ressemble à la logique de la France. Liberté, parce que le défi sans écran, c'est toi qui décides. Et toi qui décides si tu participes. Si tu ne participes pas, il n'y a personne qui va te faire des gros yeux. Et si tu participes et tu as de très bons résultats, tu n'auras aucune récompense. Il n'y a pas de podium. Liberté. C'est toi qui choisis les activités que tu vas faire à la place des écrans.
liberté. Vérité, c'est toi qui marques tes points. Tu as ta petite grille de pointage. 6 points par jour. 1 point le matin, 1 point le midi, 1 point l'après-midi, 1 point au dîner le soir, 1 point en soirée, et depuis 2 ans, 1 point de nuit. Le point de nuit, on l'a ajouté quand on a constaté l'augmentation du nombre de jeunes qui couchent avec le téléphone. 6 points par jour. Liberté, vérité, c'est toi qui marques tes points. Et le troisième mot, solidarité. Et j'ai pas remarqué tout de suite que l'invitation que j'avais à Sherbrooke venait de ceux d'éducation. Solidarité, leur premier logo, leur premier slogan. Solidarité. Liberté, vérité, solidarité. Pourquoi solidarité dans le défi du jour sans écran? Parce que mes chers élèves, mes chers parents, mes chers amis des enfants, ce sont les élèves qui s'entraident pour réussir le défi du jour sans écran, qui passent les 10 plus belles journées de l'année scolaire. Ce sont ceux qui s'entraident. Solidarité. Liberté, vérité, solidarité. M. Brodeur, nous, dans l'école, il y a un défi du jour sans écran, mais est-ce que nous, les parents, on va être obligés de le faire? Et quand quelqu'un ose poser la question, ça rigole, parce que tout le monde a la question quelque part en tête. Alors, mes chers parents, vous avez 3 choix. A, B, C. A. Tu t'arranges avec tes projets scolaires, j'ai fini d'aller à l'école, à l'âge que j'ai, je ne m'amuserai pas à toutes ces balivernes, tu te débrouilles. Ça, c'est le choix A. Papa, tu pourrais le faire et personne ne pourra faire de reproche. B. Tout le temps que l'enfant est réveillé, les écrans sont fermés. Quand on les envoie se coucher et qu'on est sûr qu'ils dorment, sur la pointe des pieds, on va au salon et on rallume la télé en gardant le volume au plus bas. C'est le choix B. Et le choix C, et je m'adresse particulièrement au papa, parce que moi je suis un papa et un grand-papa, je sais que la personne de la maison qui a le plus de difficultés à garder les écrans fermés, c'est papa, et moi je l'aime, papa. Et je lui dis quoi, papa, moi? Je dis à papa, essaye de le faire au complet. Plus c'est difficile, plus ta découverte va être formidable. Parce que j'ai fait croire à ton enfant que son papa était plus fort que Spider-Man. Avez-vous déjà pensé à ça? Que tous les papas de France sont plus forts que Spider-Man? Ça se peut pas. Spider-Man, il se promène avec les petits fils, il va partout, il vole. Eh bien, s'il est si fort que ça, Spider-Man, le jour où tu auras un gros souci, à 20 ans, 25 ans, 30 ans, ta première peine d'amour, tu perds ton emploi, tu as eu un échec aux examens, tu t'appelleras Spider-Man. Vous vous retenez pour ne pas rire plus fort, vous, parce que je vous vois. Oui, papa est plus fort que Spider-Man, et oui, maman est plus belle que Lady Gaga. Et j'ai rien contre Lady Gaga. On me dit qu'elle a beaucoup de talent. Ben, tant mieux pour elle. Moi, c'est les enfants qui regardent Lady Gaga qui m'inquiètent. Et c'est à eux que j'offre ma préférence. Dans les familles où on fait le 10 jours sans écran, le repas du soir va dorénavant servir à une activité qui est en perte de vitesse en Amérique et qui s'appelle, je prononce le mot lentement pour que vous ayez le temps de le graver syllabe par syllabe dans vos neurones, ça s'appelle conversation familiale. Des chercheurs de l'Université du Michigan en 1983 vérifient minute par minute quel est le fonctionnement d'une famille états-unienne. Ils découvrent que la conversation des parents avec leurs enfants, en 83, s'élève à 1h12 par semaine. 1h12 par semaine, 83.
Des articles dans les journaux, c'est effrayant, où s'en va la famille, on s'alarme, on s'inquiète, les articles, il faut faire quelque chose, les parents, allez-y, réveillez-vous. Et en 97, les mêmes chercheurs retournent faire la même étude, et le temps de conversation familiale est maintenant rendu à 34 minutes par semaine. 1h12, 34 minutes. Je me plais à répéter que nous, les Québécois, et vous, les Français, on n'est pas comme ça, nous. Probablement qu'on fait un petit peu plus de temps aux conversations familiales. Mais je vous annonce tout de suite, n'en doutez pas que le temps de conversation familiale depuis 1980, chez nous et chez vous, il diminue. Et si on faisait la mesure en 2017, il faudrait se mettre une main sur la bouche pour ne pas hurler de douleur et se demander comment des enfants font pour vivre en santé mentale avec des parents qui les ont mis au monde et qui ont à peine 1 heure à passer à avoir des conversations avec eux, pendant que le même cerveau est accaparé par un écran pendant 30 heures, 40 heures par semaine. Je plaide en faveur des enfants, mes amis. Je nous dis, c'est l'heure que tous les adultes de bonne volonté, on se regroupe, toutes tendances politiques réunies. On saute par-dessus nos désaccords, mais sur ça, on unit nos forces. Parce qu'il y a du travail à faire qui est faisable. La preuve, c'est qu'en France, depuis 2008, plus de 250 établissements éducatifs ont fait le défi sans écran, sans jamais qu'une autorité leur demande de le faire. Ils l'ont fait d'eux-mêmes. Ce n'est pas des champignons, ça. C'est des papas et des mamans qui se sont réunis avec des maîtresses et des professeurs et qui ont dit, on l'essaye. J'ai même découvert, ici même en Normandie, l'école Les Roquettes. Il y a quelqu'un qui vient de l'école Les Roquettes. Vous êtes là, vous? Non, ben ça, je suis content que vous soyez là. On m'avait dit que vous viendriez. Alors, l'école Les Roquettes font le défi du jour sans écran parce qu'il y a une femme là-bas un peu bizarre. Elle s'appelle Sophie. Est-ce qu'elle est là, Sophie, ce soir? Alors, c'est une de vos collègues. Elle a eu l'idée de tenter ce petit grain de blé qu'elle a semé il y a 5-6 ans. Et puis, chaque année, on l'essaye, sans faire de stress. Et puis, ça grandit, ça grossit, et ça donne un merveilleux arbre qui s'appelle l'arbre de l'éducation. Et je félicite le syndicat Ceux d'éducation Manche, qui a fait la connexion entre le stress au travail des membres de ce syndicat et le stress imposé au cerveau des enfants par l'exposition aux écrans. Tout ce qu'on va pouvoir gagner dans ce projet 10 jours sans écran, c'est une humanité renouvelée, un rapprochement des êtres humains les uns avec les autres. Et je me méfiais parce que, vous savez, qu'est-ce que ça fait un cerveau humain de fumeur qui cesse de fumer? Qui connaît quelqu'un qui fume? Ça a pris un peu plus de temps à lever la main, hein, quand même, hein? Merci. Alors, mesdames, messieurs, est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît un fumeur qui a essayé d'arrêter de fumer? Merci. Est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît un fumeur qui a essayé d'arrêter de fumer et qui n'a pas réussi? Merci. Et qui connaît un fumeur qui a essayé d'arrêter de fumer et qui a réussi? Voyez, toutes les options, à peu près le même nombre de mains. Je vous explique, pour avoir été moi-même fumeur jusqu'en 1985, et j'ai travaillé dur pour cesser de fumer, il ne vous raconterai pas ça ce soir, mais que le subconscient du fumeur qui essaye d'arrêter de fumer, 1 jour, 2 jours, 3e journée sans tabac, qu'est-ce que fait le subconscient? Il reprend le contrôle sur votre humeur. Et il vous rend détestable. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas que le subconscient a repris le contrôle sur vous. Vous ne le savez pas. Vous pensez que c'est naturel. Et pourquoi il veut vous rendre détestable, votre subconscient?
Parce qu'il sait que si vous continuez d'être de plus en plus détestable, votre entourage va dire « Ah, papa, va te racheter un paquet de cigarettes, t'es rendu insupportable. » Le subconscient vient de gagner le match et la compagnie de tabac aussi. Moi, je me méfiais, le défi du jour sans écran. Tu réussis à leur faire fermer les écrans. Mais qu'est-ce qui dit qu'ils ne seront pas frustrés? Alors, dans le questionnaire d'évaluation, qui contient 26 questions, qu'on pose aux enfants, aux parents et aux profs, des fois les mêmes questions, mais des fois des questions différentes. Il y a une des questions, c'est est-ce que votre enfant vous a semblé plus maussade que d'habitude durant le défi du jour sans écran? 75% des parents nous disent notre enfant a été de meilleure humeur. On a vaincu, on a déjoué le subconscient. On demande aux enfants, même chose. Et ceux qui ont le plus remarqué l'amélioration de l'humeur, pas la détérioration, l'amélioration, c'est les professeurs et les maîtresses. Ils ont vu dans leur rapport, durant le défi du jour sans écran et dans la préparation, ils ont vu une évolution du cerveau humain qui a repris sa santé naturelle et qui est redevenu de meilleure humeur que d'habitude. Parce que quand on améliore le vivre ensemble des enfants, ils sont de meilleure humeur. Ils se disputent moins dans la cour de récréation. Robinson avait découvert qu'il y avait moins de disputes, mais il ne nous avait pas dit pourquoi. Nous, on le sait maintenant. On a réussi parce qu'on a continué d'année en année à le faire. Il faut que le projet que les Roquettes ont fait chez vous en Normandie, que ce projet se propage dans d'autres écoles. C'est possible partout à deux conditions. Que des papas et des mamans et des profs se mettent ensemble et se concertent. On commence petit et d'année en année, on prend de l'ampleur. Mesdames, Messieurs, la conférence que je devais prononcer, il y a beaucoup de contenu qui est là, qui pourrait être disponible sur le site Internet de Sud Éducation, qui m'ont fait l'honneur de m'inviter. Ce diaporama, il contient au moins 10 fois plus d'informations que je vous en ai livré ce soir. Mais c'est à votre disposition, vous consultez tout ça et vous vous servez de ce dont vous pensez que vous pouvez vous servir et rendre utile dans votre milieu. Je récapitule rapidement dans ma tête. Je crois n'avoir rien oublié. Merci beaucoup de votre attention.